Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Annick Bellavance qui nous parle de la Journée québécoise en santé et bien-être de l'homme. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la sélection des souvenirs. Notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique « Vive les oiseaux ». Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez Folie douce, déjà plus de 800 émissions traitant de santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Annick Bellavance, directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour, Madame Bellavance. Bonjour, M. Bugeaud. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Bien sûr, on va parler d'une journée toute spéciale, la Journée québécoise en santé et bien-être de l'homme, la plus récente qui s'est déroulée en novembre 2022. Mais j'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bien, le regroupement, ça le dit, ça regroupe et autrement dit, ça rassemble, on collabore avec des membres qui sont des organisations qui sont interpellées par les réalités masculines. Donc, ce sont des organisations qui sont situées à travers le Québec là, qui œuvrent en santé et bien-être des hommes, des fois exclusivement. Des fois, c'est une partie de leur mission qui sont destinées à une partie de leur clientèle qui sont des hommes. On a des membres, comme je vous disais, à travers le Québec de tout horizon. Par exemple, je vais vous en nommer quelques-unes, mais si vous allez sur notre page, notre microsite à l'écoutedeshommes.com, toutes les ressources pour les hommes sont disponibles et les membres de notre regroupement. Donc, c'est facile de voir, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se retrouve à travers le Québec. Je vous en nomme là, quelques-uns pour vous donner une idée. On a le Centre de ressources pour hommes à Drummondville, donc qui vient en soutien aux hommes, là, peu importe leur demande d'aide. On a, par exemple, aussi la Jonction à Québec, qui est un service d'aide à l'emploi pour les personnes judiciarisées. Donc, ils ont une grande partie de leur clientèle qui sont des hommes qui ont besoin d'un appui là, pour chercher un emploi, pour sortir de leurs problématiques. Il y a un organisme encore, moi je vous nomme un organisme, un autre à Drummondville parce que je suis résidente à Drummondville, mais l'Académie populaire qui offre des repas à toute la population, mais en particulier, on a une grande partie de leur clientèle qui sont des hommes. Un organisme qui s'appelle aussi Pères séparés, qui a pignon sur rue à Montréal, qui vient en aide aux hommes qui ont vécu des ruptures. On a dans nos membres aussi des centres de prévention suicide. Donc, vous voyez que le regroupement, là, c'est une organisation qui est très inclusive, là, qui vise toutes sortes d'organisations qui soutiennent les hommes, là, peu importe leur problématique, la raison de leur demande d'aide, leur orientation sexuelle, leur origine culturelle, même leur âge. Oui, et c'est tous les enjeux de santé et le bien-être, en fait, que ce soit santé mentale, santé physique. Exactement. Et puis, juste pour vous donner peut-être un petit peu des données, pour vous donner une partie des raisons pour lesquelles les hommes consultent, on a fait une enquête là, auprès de nos membres, là, justement, en 2021, dans le cadre de la pandémie, là, justement, un sondage somme là, sur les hommes et la COVID qui a été fait en janvier 2021. Puis il y a des problématiques qui sont ressorties, que notamment là, les hommes tardent à demander de l'aide. Donc, il y a seulement un homme sur 4 qui vit de la détresse psychologique qui va consulter. Puis 69% des hommes ne connaissent pas les ressources qui peuvent leur venir en aide. Ouais. Les hommes consultent souvent parce qu'ils ont des préoccupations en lien avec leur relation familiale, parce qu'ils se sentent seuls ou ils vivent un sentiment d'isolement. Et justement, plusieurs consultent parce qu'ils ils sont préoccupés par leur santé mentale ou vivent une séparation conjugale. Fait que c'est vraiment des sujets là qui ressortent là dans plus de 60% des cas des consultations chez nos membres. Oui, en ouverture d'entretien, on parlait de la Journée québécoise en santé et bien-être de l'homme. Je crois que ça date quand même de plusieurs années. La plus récente, en novembre 2022, portait le titre « Parler, ça fait du bien ». Oui. Pourquoi c'est important d'avoir une Journée québécoise en santé et bien-être de l'homme? Parce que c'est un moment important, justement. Tu sais, je vous disais, les statistiques, les hommes tardent à consulter. Donc, c'est un moment pour braquer les projecteurs sur cette thématique-là et dire aux hommes, c'est normal de consulter. C'est normal, puis on veut le valoriser, on veut
on veut justement braquer la lumière aussi sur toutes les ressources qui sont disponibles à travers le Québec parce qu'elles sont méconnues. Puis on veut dire aux hommes et à leur entourage que c'est normal, puis c'est correct aussi de consulter, peu importe la raison. Il peut y avoir des moments de notre vie où on a besoin de mettre un genou à terre. Et il y a des moments de notre vie, des fois, où on a besoin d'un appui. Et puis, il y a des ressources disponibles à travers le Québec, des ressources bien implantées dans leur communauté qui sont disponibles là, et qui sont membres de notre regroupement. Là, on peut les voir sur le microsite à l'écoute des hommes.com. Donc, les gens ont juste à taper à l'écoute des hommes tout d'un bout.com pour voir les ressources qui s'y retrouvent. Madame Bellavance, est-ce qu'on peut dire que les hommes d'aujourd'hui ont le réflexe de consulter plus? Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une amélioration? Parce que on part de loin, disons, là. Souvent, les hommes ont eu tendance à rarement consulter, à attendre souvent à la dernière minute ou de se renfermer sur eux-mêmes. Mais est-ce qu'avec la nouvelle génération, peut-être qu'on a un certain espoir à ce niveau-là? Non, c'est une problématique qui se maintient dans le temps. Puis j'ai pas les statistiques sous les yeux, peut-être que ça me reviendra, mais attendez un instant. J'ai un petit papier ici. Non, même que il y a beaucoup d'hommes qui vivent encore, même chez les hommes, la détresse psychologique. Puis je reviens avec la statistique que j'ai mentionnée. Il y a seulement 1 homme sur 4 qui vit la détresse psychologique élevée qui a consulté un intervenant psychosocial durant la pandémie. Fait que ça, c'est des données récentes, là. Et puis ça date de 2021. Alors c'est quand même proche de nous, là. Et c'est préoccupant aussi parce que tu sais, tous les gens qui ont besoin d'aide devraient être capables de trouver des informations. Parce que peut-être je sais pas, j'essaie une hypothèse, mais peut-être que comme vous disiez, tu sais, les gens connaissent pas des fois les ressources. T'sais. Fait que l'idée, c'est de faire connaître, de dire, il existe des ressources, il existe un site, comme vous disiez tantôt, à l'écoute des hommes.com. Oui. Les gens qui peu importe la problématique, dans le fond, ils vont pouvoir trouver dans leur région une organisation qui peut les aider. Là. Oui, puis cette campagne-là, elle s'adresse aux hommes, mais elle s'adresse à l'entourage aussi. Tout le monde peut être à l'affût des signaux d'un homme qui va pas bien. Des fois, on sait, un homme dans notre entourage a vécu une perte, une rupture, peut-être des problèmes avec les enfants, perte d'un emploi. La personne change de comportement, s'isole. Donc, moi, j'invite les gens qui sont autour des hommes qui les connaissent ou qui les connaissent, qui voient des changements dans le comportement, à s'intéresser, à aller voir sur le site, puis à parler aux hommes. Notre thème là de cette 9e édition, Parler, ça fait du bien. C'est pour l'entourage aussi. Inciter les hommes à parler. Puis si les gens ne se sentent pas bien de parler directement, mais ils peuvent aussi interpeller les ressources qui sont disponibles là, au microsite à l'écoute des hommes.com. Donc, les ressources sont spécialistes justement dans l'intervention auprès des hommes, puis ils vont être capables d'orienter puis de conseiller l'entourage des hommes pour les amener à consulter ou trouver les bons mots. Et ce que j'aime dans cette thématique-là, en fait, de la 9e édition, Parler, ça fait du bien, c'est tout simple. Dans le fond, si seulement tous les hommes qui ont des problèmes peuvent au moins parler un peu, on va certainement éviter plein de problèmes. Là. Je trouve que le message est simple, mais direct en même temps. Là. Oui, puis c'est la 2e année que ce thème-là est repris, mais sur un angle différent. L'an passé, il y avait eu des vidéos faites avec Phil Roy et là, David Goudreau. Oui. Puis ça avait été très, très partagé, ça avait été vu et apprécié. Puis la problématique Parler, ça fait du bien avait été appréciée puis avait retenu l'attention. Donc c'est pour ça que cette année, on a repris cette même thématique, mais on l'a décliné différemment. Si les gens vont voir là sur notre site web RPSBEH, Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, là, c'est l'acronyme RPSBEH.com. Si vous allez sur notre site, vous allez voir dans la section 19 novembre comment
cette année, cette thématique-là est déclinée parce qu'on y présente un homme qui est plus âgé, un homme d'origine culturelle, puis un jeune. Donc, on essaie justement de ratisser là, largement là, en interpellant là, différents types de personnages, là, si on peut dire. Oui. Il nous reste quelques minutes, Mme Bellavance. Ce que je trouve intéressant dans votre regroupement, puis même votre prédécesseur, c'est une femme aussi. Vous êtes directrice générale d'un regroupement pour les hommes, puis c'est une femme qui est... Et puis votre prédécesseur, c'est une femme aussi. Là, je trouve ça intéressant, le mélange des genres, de dire c'est pas nécessairement un homme qui doit être un directeur général. Quel est votre parcours pour être arrivé justement au regroupement comme directrice générale? Bien, moi, j'ai été une élue pendant 12 ans. J'ai été une conseillère municipale à la ville de Drummondville. Et puis, je suis une personne de service. Je suis une personne qui est interpellée par les réalités des humains. Je suis une personne qui a besoin je suis un peu idéaliste, puis j'ai besoin de changer les choses à mon échelle. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce défi-là très intéressant. Puis la mission me rejoint parce que c'est une mission qui est inclusive. Aider les hommes, c'est aider toute la collectivité. Aider un homme, c'est aider sa famille, sa conjointe, ses enfants. Et donc, pour ça, moi, ça me rejoint. Puis, je suis une mère de 2 garçons. Donc, pour moi, c'est très important le bien-être des garçons aussi et des hommes, tout autant que les femmes. L'un n'est pas en opposition à l'autre. Mais, tu sais, juste pour vous donner un exemple, si j'avais un garçon et une fille, je voudrais que tous les deux soient bien et heureux. Puis, je m'assurerais qu'ils soient en santé, accomplis, puis qui contribuent à la société avec leur talent, leur force. Puis pour ça, il faut être bien en santé. Puis il faut prendre soin de nos hommes dans la collectivité. Et donc, c'est pour ça que ça me rejoint. Oui, mais je trouve ça intéressant que ça soit une femme qui soit directrice générale. Tu sais, je rêve du moment, je sais pas si ça existe déjà, mais qu'il y ait un regroupement de femmes, qu'il y ait un homme qui soit directeur général, parce qu'à quelque part, je trouve que ça amène une autre dynamique, puis c'est tout à fait intéressant là, pour la société, là. Alors, c'est très intéressant. Ben oui. Avant de terminer, Mme Bellavance, il reste quelques secondes. On peut rappeler les coordonnées. En fait, la meilleure chose, c'est sur le web, là, que ce soit le site web ou que vous parliez tantôt du microsite. Là. Est-ce que vous pouvez les rappeler, s'il vous plaît, pour les auditeurs? Oui. Pour le microsite, c'est à l'écoute des hommes toutensemble.com. Donc, il n'y a pas de www. Vous écrivez simplement à l'écoute des hommes.com et vous avez les coordonnées de toutes les organisations membres du regroupement à travers le Québec avec leurs coordonnées et des liens vers les sites web aussi de ces organisations-là. Si vous voulez aller directement sur notre site web pour voir, par exemple, la thématique de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, c'est sur notre site web au rpsbeh.com. Puis je le répète, je définis l'acronyme Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Donc, une section du 9 novembre là, pour voir... Pour voir tout, là. Oui. Merci beaucoup, Mme Bellavance, directrice générale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuation. À la prochaine. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Alors, Pierre, ton sujet, la sélection des souvenirs cette semaine. Oui, la sélection des souvenirs, oui. Comme si on pouvait sélectionner des souvenirs qu'on a peine à se rappeler ou peut-être en supprimer d'autres. C'est un peu de la science-fiction. J'avais déjà lu un article dans ce sens, ça fait déjà un bout de temps, où on pouvait espérer pouvoir peut-être effacer certains souvenirs qui sont souvent traumatiques, comme par exemple des soldats qui sont allés combattre, je sais pas moi, des accidents auxquels on a survécu. On le fait peut-être déjà un peu, tu sais, la sélection des souvenirs. Des fois, on essaie de se souvenir des affaires qui nous qui sont plus positives, là, en général. Mais c'est difficile de vraiment effacer les mauvais souvenirs. Ouais. Mais j'ai choisi cet article sur Internet qui s'appelle « Souvenirs d'enfance perdus ou enfouis ». C'est sur un site qui s'appelle santésurlenet.com. Alors, on nous dit, est-il possible de récupérer nos souvenirs d'enfance, soit ceux des premiers mois ou premières années de vie?
Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'Université de Toronto ont réalisé des expériences sur des souris victimes d'amnésie. Tu vois, je savais pas que les souris pouvaient être amnésiques. On peut leur faire pas mal de choses, aux souris. Ouais. Étonnamment, ils ont découvert que les souvenirs pouvaient être réactivés. Précédemment, l'équipe de chercheurs encadrée par Paul Franklin de l'Institut Sick Kids, affilié à l'Université de Toronto, avait découvert que des niveaux élevés de neurogénèse, c'est-à-dire la formation de neurones dans l'hippocampe, contribuaient à accélérer l'oubli des souvenirs de la petite enfance. Comme si on était programmé finalement pour effacer nos lointains souvenirs, les bons comme les mauvais. Mais souvent, les très lointains sont difficiles à se souvenir. Là. C'est rare qu'on ait des souvenirs qui datent, quand on avait nos premières années de vie. Là, des fois, on peut faire l'exercice de se rappeler de nos plus lointains souvenirs, mais c'est toujours un peu difficile. C'est un peu difficile, oui. Alors, on nous dit que, notons que l'hippocampe est une structure paire du cerveau des mammifères jouant un rôle clé dans la mémoire et le déplacement dans l'espace. C'est une des premières structures atteintes dans la maladie d'Alzheimer, entraînant ainsi des problèmes de mémoire et d'orientation. Comme il est le siège de la production de nouveaux neurones tout au long de la vie, il joue un rôle critique dans la mémoire des événements, soit la mémoire qu'on dit explicite. La mémoire implicite, soit la mémoire du savoir-faire ou procédurale, dépend quant à elle d'autres structures du cerveau. Pour compléter cette découverte des souvenirs réactivés chez les souris, les chercheurs ont voulu comprendre si cette mémoire de l'enfance était effacée de manière permanente. On parle ici de défaut de stockage, ou si elle devenait progressivement inaccessible avec le temps. On parle dans ce cas d'échec de récupération. C'est un peu comme un ordinateur. Ouais. Hein? Le langage du cerveau, ça me fait penser à moi. Le cerveau, c'est toujours aussi fascinant. Moi, comme on dit, c'est un peu encore, il y a beaucoup de découvertes à faire. Oui. Tout est à découvrir. En fait, on a toujours l'impression qu'on en apprend toujours davantage. Oui. Ouais. Alors, pour commencer, ils ont placé des souris jeunes et adultes dans une boîte dans laquelle elles recevaient une stimulation électrique au niveau du pied. J'ai plein des fois les souris parce que des fois, je trouve qu'ils se font maganer. Ouais. En les plaçant dans ces mêmes conditions de 1 jour à 3 mois plus tard, ils se sont aperçus que les souris adultes n'avaient aucun problème à se souvenir de l'événement douloureux en exprimant de la peur, tandis que les plus jeunes avaient finalement oublié le stimulus désagréable. Pour aller plus loin et comprendre les mécanismes neuronaux sous-jacents à cette mémoire, les chercheurs ont utilisé l'optogénétique, une technologie invasive datant d'une dizaine d'années et permettant de stimuler des neurones spécifiques par la lumière. En parallèle, les neurones ciblés sont modifiés génétiquement pour devenir sensibles à la lumière bleue et s'activer quand ils sont éclairés. Avec cette technique, et toujours sur les mêmes souris, les neuroscientifiques ont activé les neurones impliqués dans la mémoire au niveau de l'hippocampe. En activant ces neurones, ils se sont aperçus que les jeunes souris se sont finalement rappelées de la stimulation électrique au pied et ont exprimé de la peur une fois placées dans la boîte. La récupération de leur mémoire a été observée jusqu'à 3 mois après la stimulation. Pour les chercheurs, le fait de ne pas se souvenir des premiers moments de sa vie s'explique par les additions successives de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse, dans les circuits de l'hippocampe pendant la croissance. Cet ajout successif vient finalement enfouir les premiers souvenirs. Finalement, on réalise que les souvenirs n'ont pas disparu comme on le croyait jusqu'ici, mais ils sont juste enfouis. Finalement, quand on en apprend sur leur cerveau, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais rien qui est oublié de façon définitive. Non. Ça, c'est moi qui le dis, là. Mais en même temps, pour aller les récupérer, peut-être c'est presque une tâche impossible. Oui, c'est assez difficile, mais apparemment que c'est là. C'est comme... Peut-être si on se force aussi, c'est une façon de se concentrer plus, comme tu disais, d'essayer d'aller le plus loin possible dans nos souvenirs. C'est ça. C'est comme avec, tu sais, quand on a Windows puis qu'on jette des données dans la corbeille, il y a toujours une façon d'aller les chercher avec un logiciel spécial. Un peu caché quelque part. Hein. Oui, oui. Alors, comprendre le fonctionnement de ces processus fondamentaux est essentiel pour développer des stratégies de traitement plus efficaces pour les patients âgés, pour ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer, ou encore pour ceux ayant subi un traumatisme physique ou psychique. Maintenant, dans un autre article sur Internet qui s'appelle « Pourquoi nos souvenirs sont-ils modifiés ?» C'est sur le site santésurlenet.com.
On nous dit certains événements de notre quotidien, des faits marquants, heureux ou malheureux, forgent notre mémoire. Le fait de penser à nouveau à ces souvenirs résulte de mécanismes cérébraux. Comment nos souvenirs se modifient-ils et quelles en sont les conséquences? Certaines études ont démontré que le fait de se remémorer constamment certains événements pouvait se traduire par des modifications du souvenir. Mais j'y reviendrai plus tard, à moins que j'oublie de revenir. Je crois pas que tu vas oublier. Plus tard à l'émission, donc, la sélection des souvenirs. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous apporte sa chronique « Vive les oiseaux ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La sélection des souvenirs ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, vive les oiseaux. Quel beau sujet. Oui. Bien, Yvan, on a déjà remarqué, je ne sais pas si c'est ton cas, mais que quand on passe du temps dans la nature, ça nous fait du bien en général. Oui. Maintenant, en 2022, il y a 2 études qui ont été un peu plus loin. Donc, des études scientifiques vraiment très, très poussées. Et qui prouvent quoi? Qui prouvent en effet qu'il y a un lien entre le temps qu'on va passer à l'extérieur et notre bien-être. Mm-hmm. Et en plus, ils ont fait un lien entre nature et oiseaux. Alors maintenant, attention, il faut faire attention. On parle pas de lien direct, d'accord, hein, de cause à effet, comme ce qui se passe si je mange un truc, je suis allergique, j'ai une réaction. Donc on parle pas d'un lien direct, mais on voit une corrélation entre ces éléments. Et pourquoi ils en sont arrivés là? C'est qu'en fait, ils ont fait une étude et ils ont remarqué que les gens qui passaient du temps dans leur environnement avec des oiseaux autour, et c'était pas le but pourtant de l'étude, donc ils ont remarqué ça comme un à côté. Ils ont remarqué qu'il y avait une joie de vivre plus importante chez ces gens-là. Ils ont remarqué également que ça arrivait chez les gens aussi bien qui étaient dépressifs que des gens qui ne l'étaient pas. Donc, ça vaut pour tout le monde dans l'étude, d'accord? Et donc, ça augmente fort. Et ce qu'on voit, c'est que ça augmente, c'est important aussi ce bien-être, peu importe la présence d'autres choses qu'on remarque dans la nature, c'est-à-dire de l'eau, des arbres. Ça, ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, c'est la simple présence d'oiseaux chez certaines personnes qui va faire qu'il y a un bien-être qui augmente. D'accord? C'est quand même assez remarquable comme constat. Et évidemment, on ne peut pas dire à partir de ce moment-là, « Ah, bon, allez, hop, traitement avec les oiseaux, ça sert à tout, c'est la panacée. » Ils n'en sont pas là, bien évidemment. Comme je disais, ce n'est pas un lien direct. Mais c'est une très belle piste pour dire, bon, dans le fond, on peut aller faire d'autres études, pousser cela et voir comment, donc, on peut élaborer peut-être des traitements où il y a une présence d'oiseaux éventuellement. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose d'assez heureux, parce que c'est positif en général, les oiseaux, pour la majorité des gens. Et c'est un peu la nature qu'on amène, tu sais, des fois, même dans un lieu intérieur, je sais pas, un hôpital, ou tu sais, des fois, il va y avoir un oiseau dans une cage quelque part pour les résidents. Fait que c'est comme un peu la nature qu'on amène, qui est facile à amener, là, un oiseau, ça prend pas trop de place. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça quand on voit ça dans un hôpital ou ailleurs. Moi, j'ai vu ça dans une université où ils amenaient en effet des oiseaux, des chiens. Même dans les... je me souviens d'avoir déjà vu, d'entendu, en fait, on avait fait une entrevue dans un hôpital psychiatrique où il y avait un oiseau
dans le bureau de la personne, tu sais. Fait qu'il y a comme... C'est comme si on amenait un petit bout de nature vivante, là. C'est pas juste une plante. Il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que, cette personne avait peut-être compris avant les autres par sa pratique, en fait. Ouais. En tout cas, c'est constaté. Et c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, c'est pas trop difficile, c'est pas trop onéreux, c'est faisable, on va dire ça comme ça. Mais comment on peut expliquer ça chez nous, l'homo sapiens que nous sommes? Comment peut-on expliquer ça? Mais en fait, il y a deux théories. On l'explique, par le fait que nos ancêtres vivaient dans la nature, ils vivaient dans un environnement vert. Ils étaient en général à la campagne pour la survie, la chasse, la pêche, la cueillette, etc. Donc, on a vécu des millénaires dans la nature, dans un environnement vert. Et donc, le fait de retrouver cet élément-là, à l'intérieur de nous, on serait apaisé. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va retrouver un élément qui était essentiel chez nos ancêtres. Maintenant, le deuxième élément, c'est qu'en fait, on vit tous, même si on vit à la campagne, peu importe, on a des éléments de stress dans nos vies. On doit prendre les transports, que ce soit la voiture, on a une visioconférence, une deuxième visioconférence, on a des délais à respecter, etc. On a un certain nombre de stress dans la vie. Et même pour les étudiants ou les enfants, il y a des stress. Et le fait de nous ressourcer dans la nature, en tout cas, d'être au contact de la nature, pour un chercheur, ici je cite, c'est une méditation comme si on avait les yeux ouverts. Donc en fait, le simple fait de passer du temps dans la nature et avec des oiseaux serait comme une sorte de méditation. Alors il y en a qui penchent pour le fait que c'est plus une méditation, ça nous permet de nous apaiser, et d'autres qui disent oui, mais en fait on retourne à notre environnement primitif dans le fond. Et c'est pour ça qu'on se sent à l'aise. Tout comme on se sent à l'aise dans des paysages qui sont, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, où on voit l'étendue, on voit au loin, on voit un lac, on voit des arbres, on voit des animaux, etc. Eh bien, on a une sorte de bien-être, d'avoir un plan, une vue panoramique. Ça me donne une perspective. Oui, là, ça c'est... Oui, non, oui, mais aussi, comme tu parlais dans une récente chronique de silence, hein, puis les oiseaux, il y a du bruit, mais c'est un bruit on dirait qu'il n'est pas du bruit. C'est drôle, ça fait partie de la nature. Mais alors, tu me voles mon punch maintenant. Désolé. Voilà, c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est dit, oui, mais dans le fond, pourquoi d'autres petits mammifères qu'on pourrait apporter ne font pas le même effet? Et d'autres éléments de la nature ne font pas le même effet? Parce qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas le même effet. De petits mammifères que je cherche un petit mammifère. Oui, c'est vrai, tout à fait, en effet. C'est pas un hippopotame, c'est parfait, ça peut être apporté, ça pourra apaiser, en effet, ça apaise. Mais ils disent il y a peut-être quelque chose du chant des oiseaux, mais ils n'ont pas encore poussé assez loin les études. Je suis certain que le chant des oiseaux, je suis certain qu'il y a un effet bénéfique, parce que même ça a même été intégré dans des musiques, là, le chant des oiseaux, ça a même été intégré, il me semble, dans certaines compositions, là. En tout cas, je ne connais personne qui trouve ça désagréable, un chant d'oiseau. Ceci dit, on fait pas face toute la journée à un chant d'oiseau. Peut-être que si on est à côté d'une cage à oiseaux avec 50 oiseaux, ça peut être différent, etc. Sûr. Mais tant que ça reste dans un cadre, en tout cas que eux estimaient agréable et bienfaisant, etc., il y a un effet positif sur ces personnes. Donc, et comme tu disais, ils voient une différence aussi avec d'autres petits éléments de la nature, comme certains arbres ou certains mammifères qui n'arrivent pas à faire le même effet. Alors, ça, c'est assez intéressant. Autre chose très intéressante, c'est qu'en fait, ils comparent ça au bienfait, à l'annonce d'un revenu supplémentaire. Ah. Alors, ils ont remarqué que le fait de dire à quelqu'un, vous allez être augmenté de 10%, qui va dire non? C'est quand même bien. C'est quand même bien, 10%, ça se prend. Eh bien, ça donne un bien-être et que le seul équivalent à ça, c'est cette fréquentation et cette observation des oiseaux qui apportent le même type de bien-être. En tout cas, dans leurs études, ils ont pu mesurer qu'il y avait la seule équivalence qu'ils trouvaient, c'était l'apport d'un revenu important, surprise, on va dire. Donc, on peut comprendre l'importance du bienfait des oiseaux? Là, c'est assez clair, c'est-à-dire que je crois que quand on a un apport d'argent, on peut aussi le prendre comme quelque chose d'apaisant parce qu'on se dit,
chouette, j'aurai pas de problème, ça calme peut-être nos stress, je sais pas, ça dépend des personnes. Ça va nous aider, certaines dettes vont être payées, je peux faire des projets, etc. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de ces théories on retourne chez nos ancêtres, et puis l'autre, dans le fond, c'est comme une méditation avec les yeux ouverts. C'est deux groupes, deux théories qui plongent. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'en général, les gens, il y a de plus en plus de citadins, là, alors qu'autrefois, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui étaient à la campagne. Fait que ça nous ramène peut-être un peu dans nos racines de dire, rapidement comme ça, là, c'est sûr que la nature, même les arbres ou l'eau, ou peu importe, mais effectivement, un être vivant, en tout cas un animal, en fait, qui est en même, qui prend pas de place non plus, c'est comme un petit animal un peu humble, qui va pas, dans le fond, c'est un petit animal qui va pas déranger, on passe devant, il va s'enfuir, donc il y a pas quelque chose, c'est pas un animal qui va comme s'incruster, qui va venir nous envahir, là, en fait, en général. Fait que je pense que oui, il y a sûrement, effectivement, il y a sûrement une raison à ce niveau-là. Oui, je pense que ça, c'est... Des chercheurs doivent pouvoir aller, ils doivent travailler là-dessus, je veux dire, dans le sens où c'est vraiment quelque chose de primitif chez nous, qu'on ressente ce bien-être en retrouvant des éléments qui nous étaient familiers il y a des siècles et des siècles, en fait, oui. Et auxquels on s'est habitué très, très, très longtemps. Donc nous, ça fait assez récemment qu'on est en milieu urbain. L'urbanisation à plus grande échelle, ça date du Moyen-Âge. Donc c'est sûr que peut-être qu'on n'a pas encore intégré. Moi, je trouve qu'il y a des deux. Je trouve que la méditation avec les yeux ouverts, je trouve que, pourquoi pas, ça pourrait être ça aussi. Je trouve qu'on peut aller prendre des deux théories pour essayer d'expliquer. À ta connaissance, Catherine, est-ce qu'il y a beaucoup eu d'études, parce que les oiseaux existent depuis toujours, là, puis je veux dire, les gens ont toujours côtoyé des oiseaux dans la nature ou dans les maisons même. À ta connaissance, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'études? T'en as quand même cité, là, mais j'en ai cité. Et une de ces études que je cite, c'est quelque chose qui est sorti dans le fameux magazine Nature en 2022. Donc, c'est remarquable. Mais l'étude initiale n'était pas pour étudier les oiseaux. C'est ça. Ils ont remarqué dans leur constat que un des paramètres était que certaines personnes côtoyaient des oiseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ces personnes-là? Mais ils étudiaient avec d'autres paramètres. Donc, c'était pas spécifiquement « j'observe des oiseaux, est-ce que je vais mieux, est-ce que je vais moins bien, quel est mon état initial ?» Donc, je crois que là, il faudrait que je me renseigne encore, mais les études que moi j'ai pu trouver, c'était des études sur vraiment... c'était un constat qui est arrivé et qui était vraiment pas prévu. C'était quelque chose d'accessoire parmi les éléments de la nature. Mais pourtant, inconsciemment, je pense qu'on ressent que les oiseaux font du bien. Écoute, il y a beaucoup de fois, les gens ont dit, que ce soit dans des textes, dans des chansons, on parle d'oiseaux, on les entend. Fait que je pense qu'inconsciemment ou consciemment, on sait que ça fait du bien, les oiseaux. Ça. Il y a quelque chose d'agréable, en effet, et puis on peut s'asseoir, regarder les oiseaux qui passent, ou des oiseaux qui s'arrêtent et qui mangent. Et pendant la pandémie, pardon, il y en a pas un pareil. Et pendant la pandémie, je sais que les clubs qui s'occupent des oiseaux, etc., au Québec, ont été surchargés parce que les gens ont vraiment profité de ces moments. Est-ce que c'était parce que c'était apaisant ou est-ce que c'était parce que aussi, tiens, je suis chez moi et ce que je peux faire, c'est regarder par la fenêtre. Et du coup, je les remarque. Avant, je les remarquais pas. Oui, exactement. Et ça, c'est ce qui s'est fort passé pendant la pandémie. Une des études le dit d'ailleurs, c'est que les gens commençaient à remarquer des choses comme les oiseaux de chez eux, qu'ils ne pouvaient pas remarquer avant. Ils ne prenaient pas le temps. Ils se sont arrêtés une fois pour juste voir un peu leur environnement puis prendre un recul. Il n'y avait rien d'autre à faire que regarder par la fenêtre. Alors, c'est peut-être un très bon côté. Il reste quelques secondes, Catherine. C'est fort intéressant. Je pense que tu as quelques références qu'on va mettre sur le site web. Comme d'habitude, notre site web, là, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce, sur la chronique Vive les oiseaux. On va l'appeler comme ça. Je pense que c'est le bienfait des oiseaux, en fait. Voilà. J'ai mis en ligne les études, de même que certains articles un peu plus légers qui sont agréables à lire. Merci beaucoup, Catherine, pour ce sujet et à une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir. Ici Nancy Audet, marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Vous écoutez l'émission Folie douce.
Nous poursuivons au micro avec la suite du sujet débuté plus tôt, Pierre, la sélection des souvenirs. Oui, la sélection des souvenirs. Tantôt, je vous avais lu un article qui s'appelait « Souvenirs d'enfance perdus ou enfouis ». C'était sur le site santésurlenet.com. Et tantôt, j'avais commencé un deuxième article qui s'appelle « Pourquoi nos souvenirs sont-ils modifiés ?» Et j'ai pris ça sur le site Santé sur le net. Alors, on nous dit que certaines études ont démontré que le fait de se remémorer constamment certains événements pouvait se traduire par des modifications du souvenir. Ah. Comme si, en fait, quand on se rappelle des choses, quand on a des souvenirs, c'est pas exactement comme si on regardait la même vidéo sur un ordinateur, sur n'importe quel appareil, parce que c'est comme si... j'avais lu une fois un article qui nous disait que c'est comme si on rappelait des acteurs pour nous rejouer la même pièce à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que les acteurs vont la jouer exactement pareil. Ça veut dire qu'on se souvient totalement de tous les détails, peut-être. Ça peut prendre des petites tournures qui vont nous échapper. Qu'on arrangerait, peut-être, inconsciemment ou consciemment. Peut-être. Dans certains cas. Ouais. Alors, on nous dit que ces changements peuvent augmenter l'ancrage au sein de la mémoire à long terme ou diminuer la consolidation des souvenirs. C'est-à-dire que la personne risque de perdre certains détails des faits marquants. Les résultats de ces modifications peuvent alors s'apparenter à la dégradation, à la stabilisation ou encore au renforcement des souvenirs. De plus, l'évolution des souvenirs existants après leur réactivation peut avoir certaines conséquences dans l'apprentissage. Une étude a permis de mieux comprendre en quoi les souvenirs jouaient un rôle dans l'acquisition des compétences, mais également les difficultés rencontrées dans le cadre d'une réhabilitation à la suite d'un traumatisme cérébral ou d'une maladie neurologique chronique. Une étude réalisée sur des animaux a permis de mettre en évidence l'implication de certains mécanismes biochimiques du cerveau dans la consolidation et ainsi dans la modification des souvenirs. Cette analyse s'est définie par l'injection d'une protéine inhibitrice synthétique qui ralentit et arrête le mécanisme biochimique concerné, jouant un rôle dans la réactivation des souvenirs. C'est compliqué cette semaine. Hein? Ben, en fait, c'est surtout, moi, ça me fait voir la grandeur de la chose, de l'invention qu'est le cerveau, là, assez impressionnant. Oui, c'est vrai. On est toujours... épaté par tout ce qu'on découvre. Vraiment, là. Oui. Alors, on nous dit que les mécanismes mis en avant dans cette étude se sont avérés similaires pour l'organisme humain. Les chercheurs se sont penchés sur l'action de la boucle cortico-striatale et sur son implication dans la consolidation et la reconsolidation de la mémoire. Les scientifiques ont comparé l'activité de ce mécanisme cortico-striatal chez des sujets dont les souvenirs ont été modifiés et chez des sujets dont la mémoire était intacte. Il faut savoir que la boucle cortico-striatale correspond à un ensemble de mécanismes se produisant au niveau des structures sous-corticales du cerveau. Ces mécanismes entrent en jeu dans diverses fonctions cognitives et comportementales comme la réalisation de tâches quotidiennes, l'apprentissage de connaissances et de compétences, etc. L'expérience reposait alors sur la mémorisation d'un certain nombre de mouvements de la main. Le jour suivant, les participants de chaque groupe devaient alors reproduire ces mouvements afin d'évaluer le taux de mémorisation et de modification de la mémoire. Les chercheurs souhaitaient observer l'influence du cortex cérébral sur la consolidation de la mémoire. Des stimulations magnétiques transcrâniennes ont alors été infligées à certains participants uniquement. Le fait de stimuler certaines zones du cortex cérébral produirait les mêmes effets sur la mémoire que durant le sommeil. Les stimulations magnétiques transcrâniennes sont utilisées dans le traitement de certaines pathologies psychiatriques et neurologiques. Elles servent également d'outils d'investigation scientifique en neurosciences. Cette technique consiste à appliquer une impulsion magnétique sur le cortex cérébral à travers le crâne. Elle est indolore pour le patient et sert à modifier l'activité des neurones de la zone traitée. Les résultats ont alors démontré une modification dans la consolidation de la mémoire à la suite d'interférences cérébrales produites. Ces stimulations ont entraîné des perturbations sur les connaissances et les compétences sensorielles, physiques et cognitives.
Cette étude a permis d'observer une variabilité entre les individus en termes de mémorisation et de modification des souvenirs. Et là, Pierre, il va y avoir un examen là-dessus. Alors, prenez des notes, tout le monde. On est vraiment, on est poussé loin aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant. Oui. Cette étude a permis d'observer une variabilité entre les individus en termes de mémorisation et de modification des souvenirs. Ces résultats sont d'autant plus intéressants dans le cadre de pathologies psychologiques telles que le syndrome du stress post-traumatique. Dans cet exemple, des stimulations au niveau de certaines régions du cerveau et la variation cortico-striatale peuvent faire diminuer les souvenirs négatifs. Cette première étude portant sur le lien entre la stimulation de certaines zones du cortex cérébral et la variation cortico-striatale amène à se poser d'autres questions, notamment sur l'intérêt d'utiliser ces résultats dans la mise en place de stratégies de sélection des bons et des mauvais souvenirs. Et je pense que aussi, on s'intéresse de plus en plus aussi au cerveau à cause, entre autres, avec les problèmes de démence ou d'Alzheimer. Oui. Je pense qu'on en apprend aussi, tu sais, veut pas, ça touche aussi d'autres pathologies. Là. Ah, sûrement. Là, tu parlais des souvenirs, mais effectivement... Mais tu vois aussi, à la toute fin, on voit que tout ça, ça pose une espèce de question d'éthique ou une question de morale. Est-ce qu'on aurait le droit, est-ce que ce serait éthiquement correct de vouloir effacer ou de vouloir ramener des souvenirs? Parce que finalement, le cerveau, c'est ce qu'on a de plus cher. Je dirais que c'est quasiment notre âme à tous et à chacun. Est-ce qu'on aurait le droit d'aller jouer là-dedans? Ben, en fait, c'est ça. Je pense que c'est quand même des spécialistes et des gens qui savent comment ça fonctionne, parce que faut quand même... c'est peut-être la partie, comme tu dis, qui est super importante là, pour le corps humain. Mais aussi, si ça permet à quelqu'un de mieux vivre sa vie. Il y a des gens qui sont complètement... traumatisés par des anciens souvenirs. C'est ça. Dans certains cas, il faut intervenir, effectivement. Merci beaucoup pour ce sujet-là. Donc, la sélection des souvenirs. Merci, Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie cette semaine. Bienvenue, comme à chaque semaine, d'ailleurs. Et merci pour ton bloc, ton sujet, en fait, au segment Espresso et Allongé, qui était la sélection des souvenirs. Oui, on va essayer de s'en souvenir. Oui, on va essayer de s'en souvenir. C'est assez fascinant et c'est assez complexe, le cerveau, mais en même temps très fascinant. Notre invité en début d'émission, Annick Bellavance, nous a parlé de la Journée québécoise en santé et bien-être de l'homme. Notre chroniqueuse, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a proposé son sujet, Vive les oiseaux. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.